forme d'injustice raciste, de travail, et l'arrogance des puissants. L'arrogance des puissants, ces gens qui se croient supérieurs, ça vraiment, oui, ça m'enrage. Je pense, oui, qu'en France, si vous voulez, toute l'histoire coloniale, qui est quand même très longue, si on prend à la fois sa période esclavagiste et sa période post-esclavagiste, c'est plusieurs siècles. Et la société française ne s'est toujours pas confrontée à ce passé, c'est-à-dire à la manière dont ce passé l'a constitué. Il y a une certaine connaissance, oui, il y a eu l'esclavage, oui, il y a eu la colonisation, mais très peu de Français comprennent comment ça les a transformés en Français et en blanc ou en blanche, si vous voulez. Comment ça a contribué à fabriquer cela. Très très peu en ont conscience, très peu ont conscience aussi des crimes commis au nom de cette colonisation, qui ont été vraiment d'horribles crimes, avec un peu l'idée que la colonisation n'a quand même pas été, a aussi apporté, enfin on entend très souvent, des routes, des hôpitaux, des choses comme ça, et donc ça continue un petit peu à être de cette sorte. Donc oui, il n'y a absolument aucune compréhension, ou pratiquement aucune en France, sur qu'est-ce que ça signifie le fait qu'il y ait une présence de personnes. Je n'aime pas dire non blanches, parce que c'est comme si blanc était la couleur et que donc on était non. C'est plutôt donc de personnes qui ne seraient pas blanches, qui seront, utilisons le terme de couleur, qui n'est pas aussi qui est problématique en français, mais enfin bon. Enfin, tout ce qui ne serait pas conforme à une certaine norme n'est pas du tout compris, oui. Et particulièrement, bon, les femmes noires, mais aussi les femmes musulmanes, enfin les femmes qui se présentent comme arabes, qui sont pour la société. Donc toute la question du voile. Non, la société française est on voit le retour absolu du colonial racial. Moi, je mets les deux ensemble toujours en France aujourd'hui, en 2018. Il y a plusieurs réponses à cela. D'une part, il y a un féminisme en France qui se présente comme le féminisme universel qui serait le féminisme de tout le monde. Pour moi, si vous voulez, un féminisme, le réel féminisme, c'est celui qui est des luttes pour la libération, pour la justice sociale, donc un féminisme antiraciste, anticapitaliste et anti-impérialiste. Les droits des femmes, quand ils sont posés comme si ça signifiait que, vous savez, la question de la parité absolue, mais donc pour quelle société ? Pour une société, je veux dire, on est dans un État qui mène des guerres impérialistes, qui est un État raciste, où il y a eu tellement de jeunes qui ont été assassinés par la police, des crimes qui sont impunis. C'est un État qui intervient en Afrique, c'est un État qui a soutenu la guerre en Irak et ailleurs. C'est un État qui soutient, qui a continué à avoir des territoires à travers le monde, la Nouvelle-Calédonie, les îles dans le Pacifique, les Antilles, la Guyane. Est-ce qu'on doit demander l'égalité dans cette société ou est-ce qu'on ne veut pas la transformer ? Et qu'à ce moment-là, la question des hommes et des femmes se posera différemment. Parce que les hommes aussi, je veux dire, qui sont les hommes qui sont au pouvoir ? Ce n'est pas les hommes, il y a des hommes au pouvoir, et il y a évidemment une domination masculine, mais on n'est pas dans une société où il y aurait les hommes d'un côté complètement et puis les femmes de l'autre côté. Donc oui, à l'intérieur du féminisme, il y a des féminismes qui doivent s'affirmer contre un féminisme qui se veut hégémonique et dominateur, et qui est en fait un féminisme qui défend des privilèges de la suprématie blanche. Il y a un moment où, de toute façon, le féminisme, n'oublions pas qu'en France, puisque nous sommes en France, un féminisme a soutenu la colonisation. Et je répète aussi très souvent quelque chose, c'est que dans le récit féministe qui parle des droits, vous savez, la grande épopée vers les droits, et avec le droit de vote qui est le symbole vraiment qui serait la citoyenneté des femmes. Il y avait un droit qu'avaient les femmes blanches dès le XVe siècle, c'était celui de posséder des êtres humains. Une femme blanche pouvait posséder des esclaves. C'était un droit qu'elle avait, alors qu'elle n'avait pas le droit d'être notaire, elle n'avait pas le droit d'être médecin, elle n'avait pas le droit d'être professeur d'université, elle n'avait pas le droit de... Enfin, les femmes n'avaient pas de droit civique, les femmes blanches n'avaient pas beaucoup de droits civiques, mais elles avaient ce droit-là. Donc il y a un droit qui leur a été accordé à cause de leur couleur, de leur peau, d'un privilège qui leur a été donné. Donc il y a toute une décolonisation à faire, et il y a un féminisme qui se dit universel, mais qu'en fait qui est le féminisme d'un tout petit endroit du monde, d'une petite province du monde, et qui ne peut pas se réclamer universel. Il y a des situations. Donc, il y a des femmes musulmanes qui ont envie, à l'intérieur de l'islam, de voir comment effectivement affirmer un féminisme à l'intérieur. Il y a aussi d'autres formes de féminisme chez les peuples autochtones, dans des minorités. Il faut respecter ce que les femmes disent. Mais pour moi, quand même, je reste
La question pour moi de la libération est vraiment importante, c'est-à-dire d'un processus. C'est-à-dire c'est pas simplement les femmes, les droits des femmes de manière abstraite. Ça doit contribuer à la libération générale de la société. Je trouve qu'il y a une chose très importante qu'il faut quand même se dire, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une condamnation universelle du racisme biologique. Il y a eu le nazisme, donc tout l'Occident est d'accord quand même pour condamner ça. On ne peut plus, on n'accepte plus. D'ailleurs, il y a tout un vocabulaire qui va changer même au niveau de l'État. Il y a tout un vocabulaire qui a été raciste, colonial, qui ne va plus être utilisé, même si les pratiques continuent, mais le vocabulaire change. Et donc, on invente un racisme sans race, je pourrais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de la notion biologique. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. Cette culture qui serait inassimilable, qui les mettrait en dehors de la civilisation. Et donc ce sont des processus. Quand je dis processus de racisation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments. D'une part, il faut constamment le renouveler. Il faut pratiquement chaque jour faire comprendre « Oh, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Hein. » Il faut le répéter chaque jour, c'est jamais gagné, vous voyez. Il faut chaque jour dire « Oh mais vous savez les Noirs, oh mais vous savez les musulmans, c'est pas tout à fait pareil. Oh vous savez les Asiatiques, c'est pas tout à fait pareil. » Il faut constamment le redire. Donc ce processus, c'est quelque chose qui doit être répété à travers la télévision, la publicité, le cinéma, des tas de choses, les discours politiques. Chaque jour de réaffirmer cette différence. D'une part, le processus, c'est aussi qu'il y a des groupes qui ont pu être racisés à cause aussi du marché capitaliste, hein, de la nécessité pour le capitalisme de mettre des gens à part. On voit bien qu'en Europe, les Roms, hein, le peuple rom est racisé, il a toujours été racisé, mais encore plus fortement aujourd'hui. Donc on voit que quand je dis processus de racisation, le capitalisme a besoin de la racisation, de raciser des personnes, des groupes, des peuples. Il en a besoin pour ensuite justifier des oppressions et des exploitations. Donc ça peut tomber sur je veux dire, c'est pas fixé. Les groupes peuvent s'élargir, mais il y a quand même au départ, toujours avec nous, ici dans ce monde dans lequel nous vivons, l'héritage du colonialisme et donc la racisation des peuples à la peau noire et la racisation des musulmans. Ça, c'est deux choses qui sont héritées du colonialisme et qui sont toujours absolument avec nous. Bien sûr, on peut être un homme et être féministe, bien sûr. On peut être, je veux dire, si le féminisme est évidemment profondément le féminisme que moi j'appelle politique, décolonial, c'est-à-dire antiraciste, anticapitaliste, anti-impérialiste, je ne vois pas pourquoi des hommes ne pourraient pas l'être. Maintenant que des femmes aient besoin de non-mixité à des moments donnés, de se retrouver en groupe non mixte, de se parler entre elles et de se parler entre elles de ce qu'elles ressentent, parce qu'elles n'ont pas besoin du regard des hommes. Il y a des choses intimes dont on a besoin de parler et on veut en parler d'abord avec nos sœurs, avec les femmes qui vont tout de suite comprendre de quoi on parle. Si je parle de mon corps, de questions, ou même des relations intimes, c'est des choses très, très, très personnelles, très intimes, et on a besoin de se sentir en confiance. Ça, c'est normal. Et d'ailleurs, il devrait y avoir aussi des groupes de parole d'hommes que des hommes parlent entre eux en disant peut-être le mal-être qu'ils ont aussi à se soumettre à des injonctions de voilà ce que c'est qu'être un homme. Hein. Donc il faut que tu sois comme ça, etc. Mais moi, et si j'ai pas envie d'être comme ça, alors je suis pas un homme, alors on va me traiter de ceci et de cela. Donc ces réflexions sur soi, où on peut parler un peu de l'intime, oui, donc la question de la non-mixité pour moi, si les personnes expriment un besoin de non-mixité, il faut le respecter. Il faut le respecter. Ensuite, qu'on se retrouve dans des luttes avec des alliances autour de choses, oui. Mais il est vrai aussi qu'il faut, je crois, mettre beaucoup en avant aujourd'hui les paroles des femmes et leur manière d'être et de s'exprimer, non pas parce que les femmes il y aurait quelque chose de mieux chez elles, mais c'est aussi parce qu'elles ont toujours été quand même opprimées. Donc il y a quelque chose. Et donc parfois, de la même manière qu'en tant que racisé, on peut demander aux Blancs de s'écarter un peu pendant un moment et d'arrêter de parler parce qu'ils ont après parlé, de la même manière, des femmes racisées peuvent demander à des hommes racisés, à un moment donné, de se mettre un peu de côté. Non pas pour les exclure, mais parce qu'il y a un besoin de formulation et d'élaboration qui est nécessaire à un moment donné. On peut se rendre compte qu'effectivement, on est apparemment plus protégés, mais n'oublions pas que les femmes subissent d'énormes discriminations dans ce pays. Des discriminations dans le travail, dans le logement. Ce sont les femmes racisées qui occupent le plus grand nombre de métiers sous-payés et sous-qualifiés, qui sont complètement soumises au harcèlement sexuel. Donc il y a des formes aussi peut-être moins visibles. Vous voyez, c'est-à-dire une femme ne sera moins arrêtée dans la rue qu'un jeune homme noir,
qui se fait arrêter au moins 6 fois, je crois, sur 10, et le jeune homme dit arabe 8 fois. Donc, d'accord. Mais en tant que femme travaillant, par exemple, dans les entreprises de nettoyage, comme on a vu il y a quelque temps, c'est l'exploitation totale et le harcèlement sexuel de leur petit chef. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. C'est-à-dire que l'oppression, elle va se jouer aussi peut-être différemment. Et n'oublions pas aussi que beaucoup d'actes islamophobes visent les femmes. Les femmes voilées, il faut faire attention aussi quand on regarde, et elles ont beaucoup plus, peut-être qu'aussi elles vont moins se plaindre publiquement de ça, mais on connaît le nombre de choses qui vont de la petite remarque au fait tu n'auras pas ce travail. Si tu es voilée, tu ne seras pas à la caisse ou tu ne seras pas au comptoir de la banque, tu seras derrière, on ne peut pas te montrer. Et ou les insultes dans la rue. Donc c'est vrai, mais c'est une stratégie, c'est une vieille stratégie coloniale, une très vieille stratégie coloniale, de prendre les femmes et de dire mais avec vous, on peut parler, c'est pas pareil, puis vous êtes des mères, ça. Eux, voilà, c'est vieux comme le monde. Ils ont fait ça sous l'esclavage, ils ont fait ça en Algérie, ils ont fait ça au Maroc, ils font ça encore aujourd'hui, ils le font. N'oublions pas que Madame Bush, elle a dit, la guerre en Afghanistan, on l'a fait pour sauver les femmes afghanes. De ces méchants messieurs afghans. Donc il faut qu'on fasse attention. C'est une stratégie du pouvoir de division. Et donc on doit voir, et en même temps, parfois il faut l'utiliser pour faire des choses radicales. On le sait en Argentine, ce sont les mères qui sont sorties pour protester contre les disparitions, parce qu'en se disant la dictature va moins nous viser que si c'était des hommes. Donc il y a des moments où en tant que femme on doit sortir. Ou comme les femmes au Maroc l'été dernier, dans les protestations du RIF, ou comme la répression de la monarchie visait beaucoup les hommes, elles sont descendues dans la rue. Donc il faut aussi qu'on voit, si vous voulez, mais il faut qu'on le voit dans une perspective politique de libération, et non pas on est mieux, eux ils sont pas bien, enfin, parce que là on rentrerait vraiment dans l'idéologie néolibérale impérialiste. Je trouve que quand on lutte, ce qui est formidable, c'est qu'on rencontre toujours des nouvelles personnes, que rien n'est jamais... On apprend toujours quelque chose. Je suis quelqu'un de très très curieux, et donc ma curiosité est constamment nourrie, parce que c'est toujours... Oh mon Dieu, ah tiens, alors je suis contente,